Madame la ministre, mes chers collègues, merci tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation à vous exprimer devant notre Conseil national réuni aujourd'hui. Je me félicite de votre présence, autant pour les éclairages que vous pourrez nous apporter sur les orientations du gouvernement, que pour ce qu'en retour nous pourrons vous partager sur les réalités et les initiatives que nous portons au quotidien. Votre présence s'inscrit dans les liens de coopération et de confiance que nous avions déjà souhaité avoir avec votre prédécesseur, et je sais pouvoir compter sur vous pour les maintenir. Pour nous, les maires, car l'UNCAS est une association de maires, plusieurs points méritent d'être soulevés parmi les nombreuses annonces que Madame la Première ministre et vous-même avez formulées ces dernières semaines. Il semble juste de commencer par le pacte des solidarités, dont les contours ont été présentés le 18 septembre dernier. Je dois dire que c'est avec un certain soulagement que nous avons accueilli sa présentation. Nous commencions à croire qu'à force d'être repoussée, la stratégie pauvreté ne connaîtrait jamais de successeur. Ce pacte de solidarité que vous proposez doit donc être salué en soi, mais nous interpelle à plusieurs titres. Il nous reviendra d'en étudier plus en détail l'ensemble des mesures qui y figurent. Nous savons qu'elles concernent les CCAS dans les domaines très divers, allant de la santé à la tarification sociale des cantines, jusqu'à la prévention des expulsions locatives, en passant par les mobilités solidaires. Après que votre prédécesseur ait pris soin de lancer diverses consultations auxquelles nous avions pris part, au moins nous félicitons-nous de l'annonce de mesures d'urgence et de politiques structurelles comme la prime de reprise d'activité. Mais alors que la mobilisation collective est plus que jamais indispensable, nous nous étonnons que ce coup d'envoi tant attendu ait été lancé de manière cloisonnée. Pourquoi annoncer ce plan en l'absence des élus locaux, alors que les collectivités, les associations et l'État doivent travailler en symbiose dans ce combat contre la pauvreté et les inégalités ? Parmi les mesures d'urgence, et après l'appel des Restos du Cœur, il y a un mois, je me dois de saluer le soutien du gouvernement à nos partenaires que sont les associations d'aide alimentaire. Nous lancions à notre tour l'alerte dans une tribune la semaine dernière. Il s'agira néanmoins de s'interroger sur l'efficacité du modèle dans son ensemble, notamment dans le cadre du comité de coordination nationale de lutte contre la précarité alimentaire lancé il y a maintenant 3 ans. J'ai à ce sujet échangé avec le président des Restos du Cœur, et l'UNCAS va proposer prochainement de poser les jalons d'une réflexion politique commune pour un grand plan alimentation pour tous avec eux, mais aussi les banques alimentaires, le secours populaire. Votre collègue Dominique Faure m'avait suggéré le 20 juin dernier de financer les CCAS par des fonds privés. Or, je ne peux pas penser que le gouvernement compte uniquement sur la charité des grands groupes pour financer les politiques de solidarité. De notre côté, nous voulons rappeler la nécessité de politiques sociales qui reposent sur l'action publique, la solidarité nationale et l'engagement des associations. C'est bien à l'État qu'il incombe de fixer un cadre d'orientation. De même, le maintien annoncé de l'offre d'hébergement d'urgence constitue un soulagement quand on pense que nous avons dû l'an dernier batailler pour l'obtenir et qu'aujourd'hui, Madame la Ministre, ce sont nos CCAS qui doivent pallier les manques structurels de logements d'urgence en France. Nous sommes en Seine-Saint-Denis, département qui accueillera cet été, l'été prochain, les Jeux Olympiques et voit les réquisitions d'hôtels sociaux se généraliser. Les élus ne savent toujours pas de quels moyens ils disposeront pour assurer l'hébergement d'urgence. Nous ne pouvons ignorer, à Saint-Ouen, comme à Lampedusa, que nous ne sommes pas assez équipés pour accompagner la misère dans nos rues, et moins encore celle qui ne manquera pas de venir à nos portes, en particulier dans nos territoires d'outre-mer. Des territoires dont vous savez que nous en avons fait une de nos priorités. J'en profite pour vous inviter de nouveau de vive voix, cette fois-ci, aux Journées des solidarités des Outre-mer, que nous organisons avec Erika Barrette, première vice-présidente à Saint-Denis de la Réunion, du 15 au 17 novembre prochain. Votre prédécesseur me disait qu'il avait un problème de budget pour se déplacer. J'espère que vous réglerez cela. Dans le même temps, en matière de lutte contre le non-recours, si nous pouvons nous féliciter du chantier de la solidarité à la source, vous comprendrez nos questionnements à l'annonce de la Première ministre de 100 000 personnes supplémentaires domiciliées chaque année. Suite à la promesse de soutien de votre prédécesseur faite à l'occasion de notre congrès de Bourges en mars dernier, au mieux peut-on lire aujourd'hui dans le pacte qu'une centaine d'associations supplémentaires seront financées, de même qu'une centaine de CCAS et CIAS en difficulté, et ce, à titre expérimental. Vous comprendrez qu'à nos yeux, le compte n'y est pas. À la lumière des enseignements de notre enquête présentée ce matin et des enjeux de lutte contre le non-recours, je ne vous cache pas une certaine circonspection, pour ne pas dire déception, des élus de notre réseau. Nous ne manquerons pas, naturellement, de travailler avec vos services pour affiner et éclaircir les modalités de mise en œuvre de cette avancée. Dans la juxtaposition de mesures de ce pacte, on peut avoir du mal
depuis nos CCAS, avoir une véritable cohérence politique. Et celle-ci se trouve plus encore mise à mal par la réforme du RSA que le Parlement devrait bientôt entériner. Au-delà des moyens nécessaires à un accompagnement social digne de ce nom qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, nous dénonçons toute forme de stigmatisation des bénéficiaires. Sanctionner ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi n'envoie pas un signal positif aux usagers qui comptent sur ce soutien légitime de la collectivité. Enfin, en termes de méthode, si nous comprenons que les CCAS et AS, voire les UDCCAS, ont normalement été associés aux diagnostics territoriaux des pactes locaux en cours de finalisation, nous serons vigilants à ce que les contractualisations avec les départements et les métropoles prennent bien en compte l'échelon communal. Dans leur bilan de la stratégie Provoté, les inspections générales et France Stratégie elles-mêmes en avaient fait un point majeur de leurs préconisations. Sur ces sujets et bien d'autres, Madame la Ministre, je ne doute pas que vous saurez lever nos doutes ou nos questionnements d'ici quelques minutes. Mais il y a un autre thème sur lequel vous vous êtes exprimé récemment, sur lequel je voudrais revenir. Ce sujet occupe beaucoup les travaux de l'UNCAS et bien sûr ceux de ses adhérents au quotidien. Il s'agit bien évidemment du grand âge. L'UNCAS a fait sienne la priorité de bâtir la société du bien vieillir. Alors que 10% des EHPAD et 60% des résidences autonomie sont gérées par les CCAS, que nous employons 30 000 aides à domicile et que l'horloge démographique continue de tourner, vous deviez vous attendre à une interpellation de notre part. Vous avez annoncé dernièrement un certain nombre de mesures dans le cadre de votre feuille de route auxquelles nous avons à cœur d'être associés pour certaines. Je pense par exemple à la lutte contre les maltraitances ou la mise en place du service public départemental de l'autonomie. Puis vous avez évoqué quelques étapes législatives à venir et vous l'aurez remarqué, je l'ai moi-même fait cette semaine dans une tribune signée avec les présidents de France Urbaine et Intercommunalité de France. La loi Bien Vieillir reviendra donc à l'Assemblée le 20 novembre, 8 mois après sa mise en stand-by. C'est bien. Mais je continue de penser que cette loi ne bâtira pas la société du bien vieillir indispensable à nos yeux. C'est pour cela, Madame la Ministre, que je vous annonce ce matin qu'avec la FHF et la Mutualité française, nous allons lancer un appel aux parlementaires pour construire les contours d'une vraie loi transpartisane, ambitieuse et essentielle pour préparer les décennies à venir. Nous serons à vos côtés dans un esprit constructif pour vous aider à faire aboutir cette loi dans ce quinquennat. Pour l'ensemble de ces enjeux sur lesquels reposent les politiques de proximité, les projets des lois de finances et de financement de la sécurité sociale peuvent être l'occasion d'apporter des réponses. C'est pourquoi nous portons auprès du gouvernement et du Parlement 20 propositions concrètes pour les lois de finances 2024. Elles sont construites autour de 4 axes prioritaires: reconstruire le secteur médico-social et ses métiers, garantir l'accès aux droits pour tous, bâtir la société du bien vieillir et mener une politique protectrice et inclusive en matière de santé et de handicap. Je vous remettrai le document tout à l'heure et je me tiens évidemment à votre disposition pour en discuter, même si je crois que des annonces seront faites demain, peut-être aujourd'hui avec vous. En tous les cas, sincèrement, je veux vous remercier et votre présence témoigne l'attachement du gouvernement à ce que représente l'Union nationale. Et vous saurez nous trouver sans esprit partisan à vos côtés pour faire avancer tous ces sujets que nous avons évoqués. Je vous remercie.